la secte des assassins. Leur réputation de sinistre mémoire a franchi les siècles, entre réalité historique et mythologie du crime. À l'abri des montagnes syriennes, ces fanatiques ont fait régner la terreur chez les puissants de la région. Au XIIe siècle, Marco Polo sillonne l'Orient jusqu'à la Chine. De son extraordinaire périple, il rapporte, dans son « Livre des merveilles du monde », un certain nombre de récits étranges et parfois inquiétants, évoquant entre autres choses l'existence d'une société criminelle dont les membres se font appeler les assassins. Des criminels fanatiques, retranchés dans de solides forteresses perchées dans les montagnes syriennes, les assassins sont dévoués corps et âme à un chef surnommé le vieux de la montagne. Celui-ci recrute de jeunes hommes courageux qu'il mène dans un endroit caché, connu de lui seul et appelé le jardin du paradis. Là, il goûte au plaisir des femmes et du hashish, d'où leur nom de hashishiyin, que les croisés ont transformé en assassins. Ils sont alors violemment arrachés à cette extase par le vieil homme qui leur remet un poignard. S'ils désirent connaître à nouveau ces plaisirs, il leur faut aller exécuter celui ou ceux qui leur désignent. Ainsi conditionnés, les membres de la secte deviennent de redoutables tueurs prêts à tout pour servir le vieux de la montagne. Une réputation qui dépasse les frontières, Marco Polo n'est pas le seul à évoquer les assassins. Au siècle précédent déjà, on rapportait toutes sortes de récits les concernant. Ainsi un envoyé de l'empereur germanique Frédéric Barberousse relate-t-il qu'aux confins de Damas, d'Antioche et d'Alep, il existe dans les montagnes une certaine race de Sarrasins qui, dans leur dialecte, s'appelle Essessini, et en romain, Signor de la Montana. Cette race d'hommes vit sans loi. Ils mangent de la chair de porc contre la loi des Sarrasins et disposent de toutes les femmes, y compris leurs mères et leurs sœurs. Ils vivent dans les montagnes et ont un maître qui frappe d'une immense terreur tous les princes sarrasins proches ou éloignés, ainsi que les seigneurs chrétiens voisins, car il a coutume de les tuer d'étonnantes manières. Tous les témoignages convergents donnent le ton, la secte terrorisait ses contemporains. Ce sentiment explique d'ailleurs pourquoi les récits la concernant sont teintés d'exagération et d'inexactitude. En effet, jamais les membres de la secte syrienne ne se sont eux-mêmes dénommés assassins. Il semble que ce sobriquet leur ait été attribué par les chrétiens. Entre eux, les serviteurs du vieux de la montagne s'appelaient Nizari ou Nizarites. Schisme religieux et révolution de palais, l'histoire de la secte des assassins est en réalité inséparable d'un des courants religieux majeurs de l'islam chiite, l'ismaélisme. Cette doctrine a été notamment représentée par la dynastie des califes fatimides en Égypte. Ceux-ci, qui régnèrent de 909 à 1171, prétendaient descendre d'Ali, cousin et gendre du prophète, et Fatima, sa fille. Or, en 1094, éclate une révolution de palais lorsque le calife Al-Mustanzir meurt. Son héritier légitime, Nizar, est alors écarté au profit de son frère cadet par le vizir Al-Afdal. Nizar fuit à Alexandrie d'où il organise une résistance éphémère. Contraint de se rendre, il est condamné par son frère à être emmuré. Cependant, un certain nombre d'Ismaéliens, partisans de Nizar, refusèrent de reconnaître l'usurpateur. Ce que l'on commence à appeler les Nizaris parvinrent à constituer une série de principautés autonomes, hors d'Égypte, autour de places fortes comme celle de Masyaf en Syrie ou encore d'Alamut en Perse, cœur politique et spirituel de la secte. Derrière les murs de ces forteresses inexpugnables, ils organisaient des assassinats politiques dirigés contre leurs opposants. Les seigneurs d'Alamut développèrent également un enseignement ésotérique, qui faisait d'eux des imams à l'égal des descendants du prophète. Ils entretenaient des contacts étroits avec leurs frères de Syrie et, à la fin du XIIe siècle, ils y dépêchèrent un de leurs fidèles, Sinan. Sinan, le vieux de la montagne, personnage étrange, presque légendaire, Sinan est né en Perse au début du XIIe siècle. Il rejoignit les Nizarites alors même qu'une révolution religieuse s'accomplissait au sein de l'ismaélisme, en 1164. Hassan, le nouveau seigneur d'Alamut, à peine arrivé au pouvoir, se déclara représentant de l'imam caché et proclama, en son nom, la fin de la loi musulmane, en plein ramadan. Voilà pourquoi les textes chrétiens évoquent des musulmans mangeant du porc. Il s'agit là d'un lointain écho à l'abrogation des interdits liés à la charia. Sinon fut envoyé par Hassan en Syrie, dans la forteresse de Masyaf,
pour y faire appliquer la nouvelle doctrine. Un homme cultivé et fin stratège, Sinan porta la secte des assassins à son apogée en organisant des crimes retentissants. Du haut de sa forteresse, il envoya ses jeunes serviteurs s'attaquer non seulement aux croisés, qui colonisaient une partie du Proche-Orient, mais aussi à des dignitaires musulmans, dont Saladin lui-même, qui dirigeait alors un vaste royaume allant de la Mésopotamie à l'Égypte. Certains chroniqueurs rapportent même qu'un seul signe de la main de Sinan suffisait pour que l'un de ses adeptes se précipite dans le vide du haut de leur forteresse. Quoi qu'il en soit, Sinan prit ses distances avec les maîtres d'Elamut, si bien qu'ils cherchèrent à diverses reprises à le faire assassiner. Celui qui donne sa vie, le succès des assassins, sont à mettre compte de leur remarquable organisation. Ainsi, les membres de la secte étaient divisés en deux groupes, les Dadeux, qui étaient chargés de prêcher l'idéalisme élien, et les Fidaï. Ce terme qui signifie littéralement « celui qui donne sa vie » désignait les assassins actifs qui commettaient des meurtres au péril de leur vie et se disaient prêts à se sacrifier pour leur cause. Tous étaient endoctrinés dès l'enfance et, s'il est difficile de savoir si la légende rapportée par Marco Polo est vraie, il n'en demeure pas moins qu'ils démontraient une soumission fanatique à leur maître, ce qui amplifiait le sentiment de terreur des contemporains. Les assassins n'hésitaient pas à employer des méthodes d'infiltration, notamment contre Saladin le sunnite, qui a âprement lutté contre eux. À diverses reprises, des assassins, déguisés en soldats musulmans, cherchèrent à le tuer, et il s'en fallut de peu qu'ils n'y parviennent. Un autre épisode, relaté par un chroniqueur arabe, est plus explicite encore. Un jour, un émissaire de Sinan demanda à être reçu en privé par Saladin qui accepta, conservant avec lui ses deux gardes du corps en qui il avait toute confiance. Saladin, se croyant en sûreté, fut stupéfait de les voir acquiescer à l'envoyé qui leur demandait s'ils seraient prêts à tuer leur maître, si le vieux de la montagne le leur ordonnait. Mais c'est contre les Francs que leur succès fut éclatant quand, en 1192, déguisés en moines, quelques assassins approchèrent Reine Conrad de Moufra, qui venait d'être élu roi de Jérusalem et le poignardèrent. Les assassins dirent à aujourd'hui, Sinan meurt en 1193. Ses successeurs poursuivirent inlassablement son action et la secte des Nizarites fut active en Perse jusqu'à la chute d'Alamut, en 1256, prise par les Mongols sunnites. Quant aux forteresses syriennes, elles tinrent bon avant de succomber sous les assauts du sultan d'Égypte, Bébar. Ce dernier cependant laissa aux assassins une relative autonomie et usa même de leur service contre certains de ses ennemis. Les Nizarites profitèrent de ce répit pour envoyer vers l'Est des missionnaires qui parvinrent à fonder une communauté en Inde. Pendant plusieurs siècles, des liens subsistèrent entre les adeptes éparpillés entre la Syrie, la Perse et l'Inde. Ils avaient troqué leur activité meurtrière contre un approfondissement de leur doctrine religieuse. Au XIXe siècle, le chef de la secte nizarite, Hassan Ali Shah, réfugié dans la ville iranienne d'Anjudan, reçut du Shah d'Iran le titre d'Aga Khan avant de se réfugier en Inde où il rassembla une importante communauté avec le soutien des colons britanniques. En 1977, le quatrième Aga Khan, Karim al-Uzem, lointain successeur des maîtres perses et syriens du Moyen-Âge et héritier des assassins, inaugurait à Londres l'Institut of Ismaili Study. À bien des égards, les assassins ont utilisé des méthodes que l'on qualifierait aujourd'hui de terroristes. Ce petit groupe d'individus entraînés, fanatiques et prêts à se sacrifier pour leur idéal, n'hésitait pas à frapper les élites politiques de leur temps en s'infiltrant au plus haut niveau, attendant patiemment le bon moment pour frapper. Si, aujourd'hui, aucun groupe terroriste islamiste ne se réclame officiellement d'eux, on peut observer que certains bastions du Hezbollah se trouvent être d'anciennes possessions nizarites. Les forteresses d'hier servent encore aujourd'hui. Autre lien important, celui des mots. Le terme de fidaï, qui désignait autrefois les assassins, est aujourd'hui employé pour qualifier les terroristes arabes qui s'opposent à Israël. Enfin, certains spécialistes de l'islam n'hésitent pas à rapprocher les méthodes d'Al-Qaïda de celles des assassins. Ces derniers toutefois ne désignaient comme victimes que des chefs politiques et militaires haut placés, et ne s'en prenaient jamais aux subalternes, encore moins aux innocents. S'ils ont effectivement inspiré la terreur, ils n'ont à aucun moment menacé les populations.